Cette semaine à l'émission, Stéphanie Gauthier s'entretient avec l'auteur Jean Désy, qui était de passage comme président d'honneur au Salon du Livre de Bonaventure en novembre dernier. Jean Désy qui est avec nous et que j'ai envie de présenter comme un nomade et un humaniste dans l'âme. Jean Désy qui a terminé des études de médecine avant d'entreprendre un doctorat en littérature, suivi d'une maîtrise en philosophie. Et depuis une bonne trentaine d'années, je pense maintenant, il vogue entre le sud et le nord, entre l'écriture et l'enseignement, entre la pratique de la médecine et la littérature. Il a publié bon nombre de romans, de nouvelles, d'essais, de récits, près d'une quarantaine de titres en tout. C'est un bonheur de vous avoir avec nous, M. Désy, comme président d'honneur. Merci beaucoup. Je vous le disais tout à l'heure, vous avez participé à plusieurs salons du livre. C'est la première fois qu'on vous demandait d'être président d'honneur. Comment vous avez reçu cette invitation-là? C'est un honneur. Puis, en fait, je prends toujours ça au sérieux, relativement. Je ne suis pas certain que j'aime le monde des salons du livre, des gros salons du livre. Ça ressemble trop à des foires. Mais les petits salons du livre, comme à Rimouski, au Saguenay, à Trois-Rivières, où c'est la première fois que je viens ici, ça me plaît plus parce qu'il y a plus de préoccupations littéraires, je trouve, plus de préoccupations poétiques. Le contact humain aussi. Oui, mais on sent que le centre d'intérêt, c'est les œuvres littéraires, la littérature, les auteurs, les éditeurs, plus que le spectacle. Vous avez dit préoccupation poétique. J'ai nommé vos nombreuses occupations, passions tantôt. De quelle façon est-ce que vous préférez vous nommer? Je sais que vous aimez beaucoup le titre de poète, présenté comme tel. C'est certain que je nie pas du tout mon accointance avec la médecine. Là, je pratique encore dans le Grand Nord. Mais la dernière année, parce que j'ai publié un livre sur le suicide inuit, j'étais un peu inquiet, donc je suis pas allé à Saint-Louis, chez les Inuits, pendant un an. Là, j'ai travaillé à Port-Cartier, où j'avais commencé ma pratique. Mais grosso modo, moi, ma vocation, je l'ai appris il y a 20 ans et plus. Là, ça, pourquoi je fais la littérature, c'est parce que c'est d'enseigner. Ce que j'aime profondément, c'est enseigner. C'est que j'enseigne en littérature à des jeunes qui ont 20, 21 ans, puis j'enseigne en médecine aussi. Puis le fait de... Je vais parfois dans les écoles secondaires. J'ai un livre qui s'appelle « Les derniers romans scouts » qui est mis à l'étude depuis 4-5 ans en secondaire A. C'est que ça, j'aime ça profondément. Pour répondre à votre question, en fait, c'est comme si mon existence avait plus de qualité dans la mesure où je me sens plus directement concerné comme poète, mais sans prétention. Puis mes amis à Québec sont tous des artistes, souvent des poètes, des écrivains, des musiciens, des comédiens, des peintres. Cet univers artistique-là me plaît beaucoup. Beaucoup plus que l'univers de la persona médicale. Je dis persona dans le sens de Jung, là. Mais je renie pas du tout. Mais finalement, avec le temps, je me suis aperçu que si je veux avoir... pour être en joie, il faut que j'enseigne ou que je sois dans un moment poétique. Vous retrouvez, je pense, beaucoup de poésie dans le Grand Nord, qui est un territoire, comme vous le nommez, que vous connaissez bien. Maintenant, vous y pratiquez depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qui je dirais, a transformé l'humain et l'auteur? De quelle façon ça vous a teinté d'aller aussi souvent vous imprégner du Grand Nord? C'est une excellente question parce que si j'étais pas allé dans le Grand Nord, je pense que je serais pas celui que je suis maintenant. Mon rapport à la poésie est fondamentalement dirigé par le monde nordique. Sans le Grand Nord et sans le Nord, quand je parle du Nord, je parle de la Côte-Nord ou la baie James, on pourrait même considérer que la Gaspésie est plus nordiste que l'Estrie, d'une certaine manière, pour toutes sortes de raisons. C'est que sans le Nord, j'aurais probablement pas écrit de poésie. Puis, pour répondre à votre question, c'est comme si, ce que j'avoue depuis plusieurs années à mes étudiants, comme en public, j'ai écrit des textes là-dessus. La première fois de ma vie que je suis arrivé dans le Grand Nord, mais au Québec, le Nunavik est au Québec, mais 25% du territoire est couvert par la toundra, il n'y a pas d'arbres. C'est un sentiment mystique que j'ai ressenti là, le 2 janvier 1990, en me posant dans la toundra. Avant même d'arriver dans le village, j'ai eu le sentiment que mon âme volait. Wow. C'est un sentiment que certains ressentent qui a l'air un peu ésotérique, mais ce sentiment-là, il y en a qui le vivent sur la mer, en bateau, il y en a qui le vivent à la pêche, il y en a qui le vivent dans le bois, il y en a qui le vivent en faisant un party. Puis ça m'est pas arrivé souvent, ce sentiment profond d'être dans un lieu où j'avais l'impression d'avoir vécu. C'est que j'aime profondément l'univers de la toundra. Évidemment, les Inuits qui habitent la toundra sont des gens que j'apprécie beaucoup. Mais là, j'ai écrit récemment parce que là, les Inuits du Nunavik ne sont pas nombreux. Il y a 15 000 Inuits sur
25 du territoire québécois vivent un moment sociologiquement très difficile. Une crise. Une crise majeure parce qu'il y a 10 à 15 fois le taux de suicide que dans le Sud. Vous avez parlé de la toundra. J'ai envie de vous poser la question, pourquoi autant de souffrance? Vous avez, entre autres, souligné la déconnexion de la nature qui se voit là-bas, mais qui se voit ici aussi. Oui, mais je pense qu'il y a bien des raisons sur lesquelles j'ai essayé de me pencher. C'est certain qu'un des dangers du monde contemporain, puis mes étudiants qui ont 20 ans me le disent, une des raisons possibles, il y a bien d'autres raisons de cette espèce de catastrophe climatique qui nous guette, c'est certain que c'est plus une vue de l'esprit. Bon, mais c'est lié probablement à l'éloignement que les humains se sont permis avec les forces de la nature. C'est que plus on est loin des forces de la mer, de la forêt, de la terre, des jardins ou des fleurs ou des arbres, plus on est dans un monde seulement humain avec la télé, le web, plus il ne faut pas se surprendre que on aime moins la nature. En fait, on va continuer à aimer les forces des oiseaux dans la mesure où on garde contact avec les oiseaux. C'est presque simpliste, mais c'est que dans le Grand Nord, c'est difficile de vivre là parce que c'est très isolé. Puis c'est pas facile d'aller courir la toundra en motoneige à moins 40. C'est plus compliqué que même ici, en Gaspésie ou sur la Côte-Nord. Mais donc, la césure avec le monde de la nature est majeure. Je pense que c'est une explication parmi d'autres aux difficultés dans le Nord. Puis en même temps, moi, mes étudiants m'envoient ça comme message direct à l'Université Laval. Les étudiants que j'ai, c'est des étudiants qui sont en philo, en psycho, en médecine, en sciences biomédicales, sont nerveux, très anxieux face à l'avenir de la planète. Et ils sentent bien qu'il faut qu'ils prennent contact avec la nature. Vous dites que c'est un sujet délicat de parler de la souffrance, de la crise nordique là-bas, et que vous vous permettez de le faire parce que vous avez pratiqué aussi longtemps là-bas, et de le faire comme un aîné, disons, avec bienveillance. En fait, je trouve ça intéressant qu'on me pose cette question-là parce que le livre que j'ai publié sur « Être et n'être pas », c'est vraiment une prise de position particulière. Et depuis ce qui s'est passé avec Slav, avec Robert Lepage, jamais de ma vie je serais capable de tolérer les invectives que Robert Lepage a endurées, de se faire traiter de raciste. Pour moi, c'est le grand génie du Québec. Là. En tout cas, c'est pas drôle ce qui s'est passé. J'ai publié ce livre-là avec une certaine inquiétude parce que c'est vrai que je me mêle, je suis pas une Inuit, mais si j'étais pas soignant depuis 30 ans dans le Grand Nord, si j'avais pas 65 ans, si j'avais 22 ans, il y avait bien, peut-être que j'aurais pas publié. Mais là, dans l'univers autochtone, puis c'est vrai aussi dans les villages du Québec, l'aîné a quand même une place. Tout peut être dit, je pense, mais pas n'importe comment. Et c'est délicat le problème de la culturation ou de l'appropriation culturelle. C'est que là, pour l'instant, ça n'a pas fait de vague. Le livre, puis en même temps, les Inuits ont d'autres choses à faire que le Proust. Ils ont bien d'autres choses à fouetter que de lire. Ce que je dois dire honnêtement, c'est que comme c'est un journal de bord médical qui se préoccupe particulièrement du suicide, il y a 25 ans, je n'aurais pas publié ça. C'est que là, il existe, mais c'est très, très, très... Comme j'imagine que le premier venu qui a passé sa vie à Montréal, qui viendrait écrire sur la Gaspésie pour Bonaventure, parce que ça fait une semaine qu'il vit ici, il faudrait peut-être qu'ils mettent des gants blancs, ou en tout cas qu'ils mettent des bottes un peu aussi. En tout cas, je pense pas qu'on accepterait qu'ils disent n'importe comment, parce que là, il a rencontré quelqu'un un soir à n'importe. C'est vrai pour toutes les régions du monde, toutes les cultures, tous les groupes. Est-ce que l'art, à votre avis, pour vous, comme pour la communauté inuit, peut être guérisseur? C'est évident. Oui? C'est évident que l'art... en fait, on connaît bien l'art-thérapie en musicothérapie, l'art-thérapie en peinture, en psychiatrie, mais foncièrement, je pense, pour tout individu, même avant la maladie, l'art, l'activité artistique, quelle qu'elle soit, pas juste la littérature, la peinture, la danse, le chant, la musique, l'utilisation d'un instrument, est foncièrement thérapeutique, même préventif. Oui. Mais mais c'est presque un lieu commun que je dis là. Les gens qui sont artistes le savent bien. Une société très, très consumériste, très capitaliste, a tendance à considérer l'art comme un luxe. Le salon du livre, le fait d'aborder le monde, comme moi, je trouve que la littérature n'en vaut pas la peine si on ne la considère pas comme un art. Et la littérature doit être un art. Puis après ça, il y a toutes sortes d'arts. Je veux dire, un livre jeunesse, je dis aux enfants de 7 ans,
c'est pas seulement une intuition. Depuis plusieurs années, c'est une conviction. C'est une conviction, une constatation que l'univers artistique au sens large, la poésie au sens large, la poéticité, doit être utilisée pour les malades, oui, mais pour tout le monde. Ça a une valeur thérapeutique majeure pour la psyché, pour le corps aussi, ça c'est certain. Une approche de l'humain sur le mode artistique, quel que soit son état, ça vaut la peine d'être pris en compte. En fait, l'enfer qui nous attend, c'est si on commençait à penser que les soins peuvent se donner exclusivement par des robots. À mon point de vue, l'antithèse même de l'art, c'est le robot. Ça m'amène à vous parler de votre approche de la médecine, si vous voulez, parce que vous croyez à l'amalgame art et science, à une approche, disons, globale, inclusive de la santé. Et dans un de vos livres que j'ai feuilleté, vous refusez que la médecine soit de plus en plus considérée comme étant une seule science. Je pense que, en tout cas, c'est le devoir que je me donne. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais j'enseigne depuis 25 ans aux étudiants en médecine, première, deuxième, troisième année. J'ai d'ailleurs fait un camp médical de brousse à Murdochville il y a 2 ans avec 24 étudiants de troisième année à l'Université Laval. Et ma conviction aussi, là, c'est plus l'intuition, c'est que si on considérait l'activité des soins, pas juste la médecine, le fait de soigner comme une seule technoscience, ça, c'est restreindre profondément le soin à l'autre. Mais une fois ça dit, jamais de ma vie, je n'irai la valeur d'un pontage coronarien quand on se meurt d'un infarctus. Ça, c'est une science. Il n'y a aucune forme de poéticité dans le fait de dire « moi, changer les 3 artères coronaires ». Mais une fois ça dit, aborder le monde des soins coronariens ou du soin à quiconque, s'il n'y a pas un volet aussi important de l'art que de la science, là, le danger, c'est qu'on finisse par plus considérer l'âme humaine ou la personne dans son entièreté. Tout ce qui nous intéresse, c'est son tibia ou ses artères coronaires. Je caricature un peu en apparence, mais pas du tout. En fait, la seule façon de rester soignant et que le soigné se sente soigné, c'est que l'amalgame art et science soit le plus fusionné possible. Il faut y croire. Est-ce que c'est ce que vous appelez la notion de qualité en médecine? Oui. Ce mot-là vient d'un remarquable essai de Pierre Zig, le traité du zen et l'entretien de l'autocyclette, que d'ailleurs j'ai mis à l'étude, cette question-ci dans mon cours de littérature. Lui, il parle beaucoup de la qualité avec un grand Q. La qualité, c'est justement le fait de pouvoir jumeler l'irrationalité et la rationalité, selon Pierre Zig. C'est un auteur américain, ça, qui a eu beaucoup de succès dans les années 70, P-I-R-S-G, mais aussi l'aspect plus artistique combiné à un aspect plus techno-scientifique. Mais en même temps, jamais de ma vie, moi j'ai été formé comme un scientifique, puis je veux dire, si moi tantôt je me fais frapper par un auto, puis j'ai 9 fractures du bassin, puis du fémur, puis du tibia, je vais être bien content que l'orthopédiste me parle pas, puis qu'il me mette des vis. Mais une fois que je vais être visé, j'espère que quelqu'un va venir me parler avec qualité. Vous avez parlé à quelques reprises pendant notre discussion de vos étudiants. De toute évidence, vous aimez passionnément enseigner à ces jeunes médecins-là, à qui vous avez dédié un livre d'ailleurs, l'un de vos populaires, L'accoucheur en cuissarde. Qu'est-ce que vous voyez en eux qui vous enthousiasme? En fait, j'aime beaucoup cette question-là parce que ça fait 28 ans que j'enseigne. Ça fait 20 ans que je donne des cours de littérature affective de médecine, mais la génération de ceux qui ont 20 ans, ceux et celles qui ont 20 ans, depuis 4-5 ans, depuis 2-3 ans, me semble différente des autres générations que j'ai vues. Ou bien c'est moi qui est naïf, ou bien il y a quelque chose de particulier. Je pense que ces mondes-là qui ont 19, 20, 21 ans sont plus anxieux que jamais face à la planète. Et ce que je ressens, moi, c'est que pour la première fois dans ma vie d'enseignant, je les sens plus préoccupés par le groupe et par le communautaire que par leur seul avenir. Ils sont préoccupés par leur avenir, oui, c'est des étudiants souvent remarquables, mais pour la première fois, on dirait que la planète, comme la société autour d'eux, comme les amis, comme la communauté, importe autant, sinon plus. C'est que presque un étudiant sur 2 en médecine prend une année pour aller se promener au Nigeria pendant 4 mois, ou au Népal, aller faire travailler dans un hôpital en Inde. C'est fou comment ils ont un sens communautariste qui me semble, en tout cas, plus développé que ce que j'ai ressenti il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Mais en même temps, puis là, c'est qui m'émeuve profondément. C'est que j'ai cette impression-là.